Nous sommes tous concernés par l'achat d'un véhicule tôt ou tard dans notre vie. Deux solutions s'offrent à nous, l'acheter neuf et là il n'y a aucun problème, on ne se pose pas de questions, ou l'acheter d'occasion comme je l'ai fait moi. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les véhicules neufs perdent environ 20% de leur valeur sortie du garage, de deux c'est très coûteux et parfois on n'a pas les fonds, et de trois déjà les voitures c'est la deuxième dépense la plus élevée dans notre vie après les achats immobiliers. Donc il est nécessaire de savoir ce qu'on achète et surtout lorsque c'est de l'occasion comment ne pas se faire avoir. Je vais découper cette vidéo en deux parties. La première, ce que j'appelle l'avant-visite, donc c'est tout ce qu'on va pouvoir récupérer comme information avant d'aller voir le véhicule et d'être devant le propriétaire. Et la deuxième partie, ce sera ce qu'on va pouvoir voir et savoir sur le véhicule lorsque nous sommes devant avec le propriétaire. Si tu apprécies mes vidéos, je te remercie de mettre un petit like et de cliquer sur s'abonner parce que vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné et moi c'est un énorme soutien et ça me permet de continuer. Merci à ceux qui le feront et bonne vidéo. Cette première partie est la plus importante. Les gens la sous-estiment la plupart du temps parce qu'ils s'imaginent que c'est devant le véhicule qu'on sait tout, mais en fin de compte, pas du tout. En plus, une fois qu'on est devant le véhicule, on a déjà engendré des frais, donc souvent de la route, et on est un peu bloqué parce qu'on ne sait plus quoi dire à la personne, et on hésite même à lui faire les réflexions. On peut déjà filtrer à partir d'ici, devant notre PC, un grand nombre d'annonces, et au moins on va pouvoir directement se focaliser sur les meilleures annonces. Vous allez voir qu'il y a plein de choses à savoir et la plupart des gens ne le savent pas. Donc nous, on va pas faire comme tout le monde, on va procéder étape par étape et on va voir qu'à la fin, notre entonnoir va se réduire et on va avoir plus qu'un petit nombre d'annonces qui nous correspondent. Alors en premier, il existe trois grandes plateformes. Donc on a Marketplace que l'on connaît sur Facebook, on a la centrale et on a Le Bon Coin. Donc il existe d'autres plateformes d'annonces, mais nous on va se concentrer sur les trois et je vais vous expliquer pourquoi. La première, Facebook, c'est là où on retrouvera le plus grand nombre de voitures et surtout les voitures les plus classiques, les plus communes. Plus on va monter en catégorie de sport, moins il y aura de monde qui mettront des annonces là-dedans. Facebook, il faut savoir que c'est la facilité pour tous et donc c'est pour ça en fait qu'on retrouve beaucoup d'annonces parce que les gens postent, c'est rapide, tout le monde utilise Facebook donc c'est très facile à poster une annonce et donc c'est pour ça qu'on a un tas d'annonces. Le problème de Facebook, c'est que les gens ils la balancent comme ça, généralement il y a très peu d'informations. Les photos, comme on le voit ici, sont pas top. Vous voyez, ce type de photo-là, c'est pas du tout vendeur comparé à celle-ci, par exemple. C'est pas top. C'est donc très difficile de commencer à s'aiguiller par Facebook. Mais quand on cherche des petites voitures, c'est là où on trouve souvent les meilleures annonces. En deux, on retrouve la centrale. Alors la centrale, je l'ai mis en deux, mais en réalité, ça aurait été l'endroit le plus fiable. Pourquoi je le mets en deux? Parce qu'il y a très peu d'annonces. Ce sont des annonces beaucoup plus qualifiées. Vous voyez, la qualité des photos, c'est beaucoup plus qualitatif. Et là, ils demandent beaucoup plus de renseignements. Par exemple, si on prend la première, vous voyez, comparé à Le Bon Coin ou encore et surtout Marketplace, vous voyez, là on a tout, les années, kilométrage, c'est beaucoup plus détaillé dès le début, on peut mettre voir tout et vous voyez, on a déjà un grand nombre, on a les longueurs, la taille, les puissances, les émissions en CO2, ce qu'on retrouve pas forcément sur Le Bon Coin et encore moins sur Marketplace. Donc voilà, vous avez beaucoup plus d'informations. Vous voyez, là il a carrément mis toutes les options du véhicule. Il est même allé jusqu'à l'optimisation moteur et nous dire que, vous voyez, elle n'est pas d'origine la voiture. Donc vraiment, on sait beaucoup plus de choses sur la centrale. Donc là, en fait, ce sera des annonces souvent un peu plus chères, mais beaucoup plus fiable. Donc déjà, on sait que la centrale, quand on veut acheter des véhicules dessus, on a beaucoup plus de chances de tomber sur un vendeur de qualité. Et en 3, on retrouvera ce que moi j'utilise le plus et le plus commun, c'est Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, vous allez déjà retrouver deux catégories, c'est-à-dire les pros, où vous voyez ici, vous avez le petit logo pro, donc c'est un professionnel qui vend ce véhicule, et les endroits comme celle-ci où il n'y a rien marqué, et donc ce sont juste des personnes comme vous et moi qui vendent leur véhicule. Donc déjà, vous pouvez savoir si vous l'achetez à un garage ou pas, et ensuite, ils ont le descriptif aussi ici, et la description là. Donc ça, en réalité, on peut regarder parce que ça permet de savoir si déjà la personne a fait des efforts ou pas. On peut quand même récupérer pas mal d'informations, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le véhicule que l'on souhaite, donc les photos correspondent à ce que l'on veut, le kilométrage et le tarif, là, on contacte la personne. Et c'est là où tout va se jouer et c'est là où tout est important. Pour faire simple pour vous, je vous ai fait une liste de questions que je vous laisserai si vous voulez en PDF, que vous pouvez totalement télécharger. Donc je vous ai fait les questions générales, ensuite je vous ai fait des questions pour les véhicules qui ont moins de 100 000 km et pour les véhicules qui ont plus de 100 000 km, parce qu'évidemment, entre plus de 100 000 et moins de 100 000, il y aura des choses comme la distribution par exemple qu'il faudra absolument savoir si elle a été faite. Donc dans les termes généraux, évidemment, là vous n'allez pas poser toutes ces questions, ou alors vous pouvez le faire, mais il va falloir le faire sur plusieurs jours, parce que si vous posez toutes ces questions d'un seul coup à la personne, vous risquez de la mettre vraiment mal à l'aise et elle va avoir l'impression vraiment
carrément qu'elle est appelée par la police. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Eh ben, on a les raisons de la vente, évidemment, savoir si la personne est le premier propriétaire, ce qui nous permet de savoir donc si elle a été conduite par plusieurs personnes ou pas, parce qu'évidemment, chacun a son propre mode de conduite. Les carnets d'entretien, savoir s'ils sont à jour ou pas. Les contrôles techniques, ça c'est obligatoire, c'est moins de 6 mois pour pouvoir faire une vente en France. Les accidents, etc., etc. Donc je vous laisse tout ça en lien, vous regarderez si vous êtes intéressé. Et de toute façon, dans la deuxième partie, on reviendra sur les questions à poser. Mais donc à savoir que les questions que vous allez poser, c'est vraiment le truc qui va déterminer, savoir déjà si la personne vous cache quelque chose ou pas. Rien qu'en posant des questions, vous allez avoir énormément de réponses. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'y connais pas grand-chose en mécanique, je sais même pas ce qu'il va me répondre. Oui, je peux vous dire un truc, c'est que moins vous vous y connaissez en mécanique, plus les questions que vous allez poser va mettre la personne mal à l'aise, parce qu'en fait, vous vous rendez même pas compte la plupart du temps les questions que vous posez. Alors que généralement, quand on connaît très bien les voitures, on a parfois du mal à poser des questions parce qu'on dit ça fait un peu lourd. N'ayez pas de stress si vous ne vous y connaissez pas beaucoup en mécanique, vous avez juste à noter les réponses et puis vous les transmettrez à un garagiste que vous connaissez bien ou à quelqu'un qui s'y connaît en mécanique. Ensuite, une fois les questions posées et si tout s'est bien déroulé, vous pouvez récupérer encore des informations très importantes et capitales sur Histovec. Histovec, c'est quoi? C'est un site en fait qui regroupe les informations de votre véhicule lorsqu'il est passé en garage, en concession, au contrôle technique, en France en tout cas. Donc vous avez juste à demander à votre acheteur quelques informations sur la voiture qui vous seront demandées et ici vous générez un rapport et si la personne n'a rien à vous cacher, il n'y aura aucun souci à ce qu'il vous délivre ces informations. Vous aurez une courbe qui vous montre combien de kilomètres le véhicule a parcouru, est-ce qu'il y a eu une fraude, est-ce qu'il y a eu des accidents ou autres en France. Donc ça, c'est déjà une information capitale à avoir, mais vous pouvez doubler cela avec Car Vertical. Alors je ne suis pas sponsorisé par eux, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, mais moi personnellement, c'est ce que j'utilise. Car Vertical, c'est quoi? Vous entrez le code VIN de la voiture et ça vous sort un rapport comme Histovec, sauf qu'à l'inverse d'Histovec, Car Vertical regroupe tous les pays. Vous voyez, il peut récupérer toutes les informations parce que par exemple, quelqu'un a pu aller à l'étranger ou même en France avoir l'accident, mais le faire réparer à l'étranger. Et dans ces cas-là, vous n'aurez pas l'historique sur Histovec puisque ça regroupe que les informations françaises. Car Vertical, quant à lui, récupère des informations dans tous les pays. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances, en croisant toutes les informations que je vous ai dit, d'avoir le plus d'infos possible sur votre véhicule. Alors évidemment, c'est payant, c'est quelque chose comme 15 € je crois, mais dites-vous que si vous pouvez avoir une information capitale, ne serait-ce qu'une seule pour 15 €, je pense que ça vaut largement le coup. Alors après, si c'est une voiture à 500 € peut-être pas, mais dès que vous passez plusieurs milliers d'euros, je pense qu'on peut tous perdre 15 € pour avoir des informations capitales, sachant que s'il nous cachait quelque chose de très grave, peut-être que ça vous a fait économiser des milliers et des milliers d'euros. Après, à vous de voir si vous l'utilisez ou pas, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise personnellement. Donc voilà, avant de passer à la partie 2, qui sera la partie devant l'acheteur, pour faire un résumé global, vous avez le marketplace pour trouver le plus de véhicules possible, surtout les véhicules communs et moins les véhicules sportifs, mais là vous aurez un plus grand nombre d'annonces, mais beaucoup plus compliqué comme je vous ai dit, parce que les gens les envoient à la volée, donc vous avez moins d'informations, les gens sont parfois pas sérieux, ils ne répondent même pas. Vous avez le plus sérieux de tous, c'est la centrale, mais avec le moins d'annonces possible. Ça, c'est ce qui est dommage, et c'est dommage qu'elle ne soit pas mise en avant. Et en dernier, vous avez Le Bon Coin, qui est pour moi le résumé des deux, donc la centrale et le marketplace. C'est là-dessus, moi, que j'achète tous mes véhicules. Dans cette deuxième partie, nous allons voir, une fois que nous sommes devant le véhicule, ce que l'on peut faire. Alors, avant que tout le monde s'emballe et me dire « Oui, moi j'arrive, je la lève, je regarde dessous, je fous un coup de valise », sachez que 80% des gens à qui vous allez proposer ça, ils n'accepteront pas. Pourquoi? La plupart ne sont pas mécanos et donc ça va leur faire peur. Et il ne faut pas direct voir le mal en se disant bah s'il veut pas que je passe un coup de valise, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Non, pas forcément. Regardez, vous par exemple, si vous mettez votre véhicule et qu'un gars il commence à venir et dire ouais bah, je vais la mettre sur cric, je vais commencer à inspecter partout, mettre un coup de valise, vous allez prendre peur et vous allez lui dire bah écoute, ça m'intéresse pas, je préfère la vendre à quelqu'un d'autre. Donc pour tous ceux qui s'imaginent qu'on peut faire ça H24, alors évidemment c'est peut-être faisable, mais moi par exemple je sais que si quelqu'un vient avec son cric, sa valise, j'autoriserai pas la vente et je n'ai pas envie qu'il branche sa valise, je ne sais pas ce qu'il va faire avec, je ne préfère pas qu'il touche à la voiture comme ça. Donc déjà on va oublier la partie fantaisie où on lève la voiture, on enlève les pneus, on vérifie tout. Ça c'est peut-être possible avec certaines personnes, mais dans 80% du temps vous allez direct vous clôturer, c'est-à-dire que le vendeur va dire bah, écoute moi c'est bon, ça m'intéresse pas, je ne veux pas te la vendre, je ne veux pas ça, donc en fait vous allez jamais pouvoir acheter le véhicule là. Donc revenons à la réalité, qu'est-ce qu'on peut voir sur un véhicule déjà en première phase dès qu'on arrive? C'est de faire le tour. Donc on va pouvoir
voir les éléments qui ont été tapés ou pas. Comme par exemple, vous voyez moi, sur ce véhicule, on le voit notamment au niveau du pare-choc là, la couleur n'est pas exactement la même. Alors c'est peut-être un peu difficile à l'œil, mais vous pouvez voir là, voilà, suivant l'inclinaison que l'on a, on voit bien que l'aile n'est pas exactement de la même couleur. Maintenant que je vous ai dit ça, évidemment, vous allez voir plus que ça, mais c'est des petits indices qui veulent dire en fait que le pare-choc a été repeint ou changé. Donc déjà ça peut nous dire, oui attention, le véhicule a forcément eu un problème. Donc si le gars vous a dit, non, mon véhicule n'a jamais rien eu, imaginons que c'est une première main, donc ça veut dire c'est lui qui a acheté ce véhicule neuf, il est forcément en train de vous mentir. Donc là déjà, c'est un premier petit aspect. Ensuite, en faisant le tour, vous pouvez faire vos vérifs classiques au niveau des rayures, des impacts, ça, je ne vous apprends rien, il n'y a pas besoin d'être expert là-dessus. Une fois l'aspect général et le tour de la voiture fait, il va falloir aller faire un tour maintenant. On verra que le capot, on s'en occupera plus tard. Pourquoi? Parce que si jamais la personne a caché une fuite d'huile ou autre, en faisant le tour d'essai et en la faisant monter en pression, les fuites ressortiront forcément. Donc évidemment, si c'est minime, vous ne le verrez pas, mais dans ces cas-là, ce n'est pas très grave. Par contre, si c'est une grosse fuite ou quelque chose que la personne voulait volontairement cacher, vous le verrez forcément. C'est exactement comme les codes défauts. Pour tous ceux qui se disent, oui, mais imaginons qu'il ait mis un coup de valise et qu'il ait supprimé le défaut. Alors c'est la réalité, vous pouvez supprimer quasiment n'importe quel défaut, mais en fait dès que vous allez redémarrer le véhicule et aller faire un tour, le défaut va réapparaître parce que le calculateur va comprendre qu'il y a toujours le défaut, donc il va vous le remettre. C'est pour ça que je vous conseille d'abord d'essayer le véhicule et après de faire les vérifications. Au niveau de l'intérieur, il va y avoir quelques petites vérifs et vous allez voir que des vérifs toutes bidons peuvent être très importantes, comme par exemple les feux. Vous pouvez mettre le vendeur dedans si vous êtes seul ou si vous êtes deux, un qui rentre et vous faites la bascule des feux rapidement, ça vous permet de savoir si tout fonctionne. Comme les clignotants droite et gauche, c'est quelque chose d'assez simple. Le son du véhicule, ça c'est un truc qui peut être important, surtout si vous avez l'habitude de mettre la musique, ça peut paraître bête, mais de vérifier si le son fonctionne bien, que vous n'avez pas des enceintes cassées. Parce que par exemple, sur une Corsa que j'ai eue, vous voyez à l'arrière comme ça, c'est un véhicule en 3 portes, et donc pour changer les haut-parleurs à l'intérieur, des fois il faut tout tomber à l'arrière, même les sièges. Donc vous voyez, ça peut être colossal en travaux, alors que c'est juste une pauvre petite enceinte qui est défectueuse. Pareil pour la climatisation et la ventilation, c'est très important de vérifier, surtout si vous avez bien le balayage au niveau du dégivrage du pare-brise. Pourquoi? Parce que surtout l'été, vous ne le verrez pas forcément, mais ça c'est très important. Soit le moteur peut être HS et là il faut tout démonter, c'est quand même très important pour un pauvre petit ventilateur, ou alors des fois il arrive que des petites pièces tombent derrière et en fait vous avez un bruit infernal. C'est arrivé à de nombreux véhicules, donc ça aussi c'est à vérifier. Un petit basculement de la ventile, ça ne coûte rien. Ensuite, dans cette voiture, chose que je n'ai pas vérifiée et que j'aurais jamais pensé, c'est les ceintures de sécurité. Voilà, il faut savoir que la ceinture qui est là-bas au bout a été changée parce qu'en fait je ne l'ai pas vérifiée en achetant la voiture et elle était totalement HS, chose quasiment improbable parce que je n'avais jamais vu de ceinture HS. Et bien celle-ci, l'enrouleur était mort et en fait elle ne revenait pas. Donc ça peut paraître bête, mais ça coûte quasiment 200 €, donc on peut aussi faire ces vérifications. Ensuite, l'aspect global des sièges, les trous, déchirures, tout ça, là vous savez, je n'ai pas besoin de vous faire un rappel là-dessus. Frein à main, faites bien attention qu'il fonctionne, parce que ça c'est un point au contrôle technique. Donc on reviendra sur le contrôle technique à l'issue, mais faites bien attention que le frein à main fonctionne. Ensuite, on va partir sur les essais du véhicule. Donc on va aller conduire. Qu'est-ce qu'on peut regarder lorsqu'on conduit? Déjà, quand vous freinez, vous lâchez le volant et vous regardez en freinant que le volant ne part pas tout à droite ou tout à gauche. Ça, c'est un bon indicateur à savoir, c'est très important. En deux, quand vous allez mettre des grosses accélérations, pareil, lâchez le volant doucement, évidemment, les roues peuvent tourner, il faut être sur une route bien plate, mais il faut savoir que le volant n'est pas censé tirer totalement sur la droite ou totalement sur la gauche. Si ça fait ça à chaque fois, ça veut dire qu'il peut y avoir un problème au niveau des pneus ou de la géométrie, et ça aussi, c'est des frais qui peuvent être élevés. Donc évidemment, sur un véhicule d'occasion avec beaucoup de kilomètres, vous aurez forcément le volant qui tire un petit peu à droite ou à gauche, mais ça ne doit pas être très élevé, c'est-à-dire que vous ne devez pas faire un tour sur vous-même sur un parking de 40 mètres, voyez. Donc ça, c'est quand même important, c'est des choses qu'on peut vérifier. Après, tout ce qui est tenue de route, évidemment, c'est un véhicule que vous ne connaissez pas, donc ça va être très difficile de savoir si le véhicule adhère bien ou s'il a un problème au niveau des suspensions. Vous pourrez seulement entendre en passant des bosses qu'il n'y ait pas de petits clac-clac en remontant qui voudrait dire que les coupelles, souvent à l'avant, sont fatiguées. Voilà. Les suspensions, c'est rare qu'elles sont HS, puis normalement, elles seront testées lors du contrôle technique s'il n'est pas fraudé. Évidemment, bon là, c'est pas de chance, après, je n'y peux rien. Mais voilà, c'est des choses à savoir au niveau de la conduite. Globalement, vous allez pouvoir vérifier les freins, la direction, les accélérations pour voir si ça tourne pas à droite et à gauche. Et évidemment, le ronronnement du moteur. Donc, une fois rentré à la maison, voilà, on a fini notre visite. Là, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la partie moteur qui est quand même importante. Donc là, vous avez qu'à laisser le moteur tourner. Comme ça, vous allez direct entendre en levant le capot s'il y a un bruit suspect, si le moteur ne tourne pas sur tous ses cylindres. Même si vous ne vous y connaissez pas en mécanique, rassurez-vous, un moteur qui va mal, vous êtes directement au courant. Les clac, 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 clac du ralenti sont très élevés. Il y a forcément quelque chose qui cogne, vous l'entendez vraiment bien. S'il n'y a pas de bruit comme celui-ci, par exemple, lorsque mes coussinets de bielle ont décidé de m'abandonner. Vas-y.
Vas-y. Stop. Hein, si vous entendez ce bruit-là, vous arrêtez de suite. Alors ici on peut regarder au niveau du liquide de refroidissement, vous ne pourrez pas l'ouvrir, attention, parce qu'évidemment le véhicule est chaud. Mais vous pouvez regarder déjà sur le côté s'il n'y a pas de la mousse ou quoi que ce soit qui voudrait dire que vous avez un joint de culasse qui est défaillant. S'il y a de la mousse à l'intérieur, pourquoi? C'est parce que vu que le liquide serpente dans le moteur et que la partie haute et la partie basse sont plaquées avec un joint, s'il se met à fuir, en fait le liquide peut passer dans l'huile et vice versa. Et donc en fait vous retrouvez ici de la mayonnaise parce que l'huile se mélange avec le liquide de refroidissement. Qui dit fuite du joint de culasse dit déculasser, et là c'est toujours des opérations à plus de 1000 €. Donc ça c'est très important, hein. Il nous donne directement l'info à savoir s'il y a de la pâte dedans, oubliez de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir en général? Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec notre petite lampe, on peut balayer un peu les aspects du moteur pour voir s'il n'y a pas de fuite. Donc une fuite, on le repère comment? Eh ben, c'est très simple, hein. Vous allez voir, c'est gras et l'huile est fraîche, c'est-à-dire que si c'est une fuite actuelle, vous allez voir c'est gras et c'est directement mouillé. Si c'est une vieille fuite ou un petit suintement qui arrive souvent sur les vieux moteurs, ça va juste être des dépôts un peu noirâtres, gras. C'est pas forcément très grave. Si le véhicule est vieux, il y en aura obligatoirement. Un moteur n'est jamais étanche à 100%. Autre petite information qu'on peut récupérer, et tant mieux que je les ai pas changées parce que je vais pouvoir vous le montrer. Par exemple, les durites. Comment savoir si des durites sont fatiguées? Eh bien, on a l'exemple juste devant nos yeux. Vous voyez cette durite là, elle est plus grosse. Vous voyez, elle commence à dépasser. On dirait une vieille saucisse. Eh bien, elle, ça veut dire qu'elle est fatiguée et qu'elle va pas tarder à céder. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt où je vous montrerai comment les changer. Là, vous pouvez voir, elle est totalement gonflée alors que normalement, vous voyez, comme celle-ci par exemple, elles viennent et elles ne sont pas plus larges. Elles restent de la même largeur. Alors que celle-ci, eh ben, on voit bien, elle commence là à gonfler et donc il faut absolument pas qu'il arrive ça. Sinon, ça veut dire que vous allez devoir les changer. Alors, c'est peut-être pas un problème maintenant, mais il faut savoir qu'il va falloir le changer et le faire, et donc ça va générer des frais. Donc ça, c'est notable. Donc voilà pour la partie moteur. Malheureusement, on ne peut pas faire 1001 trucs. Je ne vais pas commencer à pousser, à vous dire d'aller vérifier les taux de compression en enlevant les bobines. Tout ça, c'est oublié complètement. Après, vous pouvez évidemment demander si vraiment vous êtes prêt à payer. Vous pouvez aller demander qu'il aille chez un garagiste si vous êtes prêt à acheter le véhicule, qu'il fasse les taux de compression, tout ça, mais par contre, ce sera à votre charge. Après, c'est possible, il y a des gens qui l'acceptent, mais il faut savoir que ce sera à votre charge, et imaginons que ce soit pas bon. Après, voyez comment vous vous débrouillez avec, mais il y a des chances que vous devez quand même payer alors que vous n'allez pas acheter le véhicule. Donc voilà, tout est faisable, mais il faut savoir que c'est vous qui allez avancer les frais. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Maintenant qu'on a regardé le moteur, globalement, on peut s'attaquer aux pneumatiques. C'est un truc très important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des pneumatiques? Déjà, l'une des choses les plus importantes que l'on peut faire, c'est regarder la date. La date de fabrication, c'est vraiment le truc crucial. Pourquoi? Parce que les pneus, malgré qu'ils aient un aspect neuf ou qu'ils soient neufs, s'ils ont été entreposés trop longtemps, la gomme n'est pas bonne. Donc là, vous voyez, moi, c'est des 03 2023. Donc les pneus ont à peu près un peu plus d'un an. Donc là, on est bon. Moi, je suis en garage. De toute façon, c'est moi qui les ai changés, donc je connais. Mais il faut savoir que des fois, des pneus peuvent avoir 5 ou 10 ans. Si la voiture n'a pas beaucoup bougé, les pneus vont être quand même à changer. Ensuite, évidemment, on peut regarder l'aspect global, hein, s'ils sont craquelés ou non. Et évidemment, quand vous allez braquer les roues, vous allez pouvoir regarder, voilà, au milieu, si vous êtes proche ou pas du témoin d'usure, ce qui veut dire que vous allez devoir changer les pneus rapidement ou non. Les freins et les plaquettes, c'est ce que vous allez pouvoir regarder rapidement. Pas besoin d'être expert, je vais vous montrer de suite comment vérifier les disques et les plaquettes très facilement. Alors là, vous pouvez voir, on retrouve ma plaquette de frein qui est là-bas dans le fond, voilà. On retrouve la plaquette de frein. Vous voyez la partie qui est rouillée, là, qui est en contact avec le disque. Ça, c'est l'épaisseur de ma plaquette, donc très facile. Là, vous voyez, il y a quasiment 1 cm, donc on sait que les plaquettes sont quasiment neuves. Si cette partie est usée et qu'elle se rapproche de la petite pièce en métal noir que vous voyez juste ici, eh bien, ça veut dire que vos plaquettes sont bientôt à changer. C'est aussi simple que ça pour savoir si une plaquette est fatiguée ou non. Le disque, autre solution qui reste très simple, c'est en fin de compte de le toucher. Évidemment, vous ne pouvez pas voir la partie qui sera derrière. Comme c'est usé de manière homogène, l'avant vous donnera souvent l'info de l'arrière. Si lorsque vous avez freiné, vous n'avez pas eu de problème de direction ou le volant qui tire à droite ou à gauche, ça veut dire que vos plaquettes et vos freins sont usés de la bonne manière. Donc en fait, comment on sait si un disque est fatigué? En passant votre ongle là, vous allez voir si ça accroche. En gros, ça veut dire qu'il est usé dans sa profondeur. Vous voyez à l'écran, ça c'est un disque qui est complètement fatigué. La plaquette a creusé le disque. Là, moi par exemple, ils sont totalement neufs, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un tout petit déport dessus. Donc comment on sait si le disque est mort? Eh bien, ça dépend de la largeur, ça c'est des normes constructeurs. Mais en gros, si c'est une petite lève d'1 ou 2 mm, votre disque est encore bon. Après, si c'est trop profond, hein, c'est à vous de juger à l'œil. Vous voyez bien s'il y a quasiment plus de matière. Le disque sera à changer et donc vous pouvez le noter dans le prix d'achat à la fin et dire au vendeur, attention, ton véhicule a des freins qui sont fatigués, je vais devoir les changer. Moi, par exemple, vous faites un devis, vous dites, bah, ça va me coûter 600
€, je t'enlève 600 €. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez faire. Donc à l'arrière, c'est exactement la même chose. Et voilà globalement ce que vous pouvez vérifier. Alors après, on pourrait vérifier les triangles en tapant sur les pneus, en les secouant. C'est toujours faisable, hein. Mais déjà, avec les explications que je vous ai montrées, vous pouvez déjà éliminer un grand nombre de problèmes. Maintenant, évidemment, si le véhicule a des problèmes, vous pouvez toujours contacter le vendeur et lui dire attention, là je l'ai depuis très peu de temps, il y a un problème, même si c'est une personne et que c'est un véhicule d'occasion, vous avez tout le même droit de vous retourner contre lui. Donc les procédures, on les verra dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi, je vous mets un petit commentaire épinglé, à vous de liker si vous voulez en savoir plus sur les procédures que l'on peut faire pour se retourner, ou si ça ne vous intéresse pas, on passe à une vidéo suivante. Je vous dis merci et à bientôt, c'était Street Wild.